Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée à l'histoire d'un club de football. Aujourd'hui, nous allons voyager jusqu'au large des côtes marocaines, et plus précisément dans les îles Canaries, où un club insulaire s'étant fait un nom à l'échelle nationale dans les années 90, fête cette année son centenaire, le Club Deportivo Tenerife. Le CD Tenerife se situe dans la ville de Santa Cruz de Tenerife, plus grande ville de l'île éponyme avec ses 205 000 habitants. Les îles Canaries furent tout d'abord habitées par le peuple des Guanches, d'ascendance berbère et punique. Ils vécurent en autarcie jusqu'au XVe siècle, lorsque le royaume d'Espagne, aidé par des nobles normands, entamèrent la conquête de ces îles, Tenerife étant alors la dernière à être soumise. Sa position stratégique ainsi que les très nombreuses ressources, notamment agricoles, permettent à l'île de se développer rapidement. Et à l'instar de Pau dont j'ai traité l'histoire dans le précédent épisode, l'île attire bon nombre de Britanniques à venir soigner leurs maladies cardiovasculaires. Le tourisme commence à faire surface et c'est ainsi que des marins anglais installés provisoirement sur l'île diffusèrent le football avec la création de plusieurs équipes éphémères. La construction du stade actuel fut achevée en 1925 et inaugurée le 25 juillet de la même année lors d'un match amical. Nommé le Stadium jusqu'en 1950, le désir de l'ancien président du club et puissant dirigeant ténérifien Eliodoro Rodríguez López poussa le club Deportivo à renommer le stade en son nom. De nouvelles rénovations furent apportées en 1990 et 2001, le stade pouvant désormais accueillir 23 000 spectateurs. Enceinte à ciel ouvert, il se distingue par une très grande distance entre les buts et les tribunes et une ambiance digne des stades de Liga. Jusqu'en 1912, seules des équipes éphémères et ne disposant d'aucune installation s'affrontaient sur l'île de Tenerife. La création d'un club qui serait doté de toutes les installations nécessaires à la pratique du football est alors évoquée. Plusieurs équipes locales adhèrent à ce projet, et le 21 novembre 1912 voit la création du Sporting Club Tenerife, situé dans la commune de Santa Cruz. Son premier président fut Juan Yanes Rodríguez, qui se chargea plus tard de la création du stade Eliodoro Rodríguez López. Mais c'est au Campo de Miraflores, tout juste aménagé et loué par le propriétaire du terrain Edmund Caulfield, que le Sporting Club joue ses premiers matchs face à des équipes issues de l'île voisine de Grande Canarie. Dans un premier temps, les Ténérifiens ne disputent comme seule compétition officielle que le championnat des Canaries, opposant le SCT en tant que seul représentant de l'île reconnu par les instances régionales au vainqueur du mini-championnat de l'île de Grande Canarie. Le club de Santa Cruz s'y imposera 3 fois consécutivement entre 1914 et 1916. Par la suite, le Sporting se déplacera sur la péninsule pour y faire quelques tournées amicales. Cependant, la distance entre les îles Canaries et la péninsule ibérique empêche les clubs insulaires de participer à la seule compétition disputée à échelle nationale, la Copa del Rey. Mais entre-temps, le club du SCT vécut un changement majeur. Le manque d'organisation au sein du club entraîna la démission de bon nombre de ses dirigeants, certains étant peu impliqués quant à la survie du club. De plus, la location du Campo de Miraflores ne pouvait être garantie et les dettes commencèrent à s'accumuler. C'est pourquoi le SCT fut dissous courant juillet 1922 avant de se réformer le 8 août 1922 en hispanisant le nom du club pour finalement s'appeler le Club Deportivo Tenerife. De nos jours, le CDT considère que sa création date de cette assemblée et non pas de 1912 alors que la structure est identique et que seul le nom fut modifié. Afin d'éviter d'être englué dans les dettes dues à la location du Campo de Miraflores, le club décide de construire son propre stade, le projet étant délégué à Juan Yanes Rodríguez, qui, si vous avez bien suivi, fut le premier président des Blanquiazules. Le football espagnol se professionnalise à partir de 1928 et le vainqueur du championnat des Canaries est alors autorisé à participer à la Copa del Rey, offrant la possibilité aux clubs insulaires de se développer. Ainsi, après sa victoire lors du championnat des Canaries en 1932, Tenerife dispute sa première Copa del Rey, renommée Copa de la Presidencia après la Révolution espagnole de 1931, ayant permis aux républicains de renverser la monarchie. La guerre civile causée par le soulèvement des nationalistes et l'arrivée au pouvoir de ces derniers sous la houlette de l'autoproclamé Caudillo Franco entraîne la réorganisation du football canarien. Mais il faut attendre 1949 pour que la Fédération royale de football espagnole, en négociation avec les fédérations des Canaries, accepte que le vainqueur de ce championnat puisse participer aux ligues nationales professionnelles. D'ailleurs, l'île de Grande Canarie voit au même moment la création d'un club cherchant à accéder dès sa première saison à la Segunda División,
l'Unión Deportiva Las Palmas. En finale du championnat, le CD Tenerife ne put rien contre cette jeune équipe qui l'emporta à l'aller comme au retour et accéda à la deuxième division en 1950. Le CD Tenerife retrouve ses espoirs de montée en s'imposant lors du championnat de Tenerife 1953, avant de confirmer en s'imposant lors des barrages d'accession face à Orihuela Deportivo. Le club rejoint ainsi Las Palmas en Segunda División lors de la saison 53-54. 67 rencontres furent en tout disputées entre ces deux équipes, donnant ainsi naissance au derby des Canaries, confrontation entre les deux meilleurs clubs de l'archipel, avec un net avantage pour Las Palmas qui remporta 26 rencontres contre 15 pour Tenerife. Bien que le club Deportivo se stabilise en Segunda, la situation financière du club est critique, les îles Canaries n'étant pas encore un haut lieu du tourisme et l'investissement des capitaux venus de l'étranger étant fortement restreint en raison de la dictature franquiste. Pire encore, l'indépendance acquise par le Maroc vis-à-vis de la France et de l'Espagne va provoquer de l'instabilité politique au sein des Canaries, avec l'apparition notamment dans les années 1960 du MPAIAC, soutenu par les nations africaines ayant pour la majorité tout juste acquis leur indépendance. L'arrivée d'un jeune entraîneur va cependant éclipser cette situation précaire. Heriberto Herrera, 34 ans, arrive en 1960 avec de nouvelles méthodes peu appréciées des joueurs. Adepte d'un jeu ultra défensif, dû à son passé de défenseur, il prône un pressing de tous les instants, ainsi qu'une animation offensive basée sur des attaques rapides, beaucoup de liberté de mouvement en phase de construction, demandant alors aux joueurs une excellente condition physique. Ce qui lui vaut son impopularité auprès des joueurs sont les charges d'entraînement dignes des stakhanovistes et son autoritarisme. Pourtant, ces méthodes se révéleront efficaces avec une montée acquise lors de l'ultime journée et des stats impressionnantes. Le CD Tenerife dispute ainsi sa première saison en Liga, mais sans Herrera qui préféra s'en aller après avoir constaté que la gestion du club était indigne d'une structure professionnelle. En effet, les vieux démons ressurgissent, et l'incompétence des dirigeants en matière de gestion financière et de culture footballistique affectera grandement l'équipe première qui termine sa première saison dans l'élite du football espagnol à la dernière place, synonyme de relégation. L'équipe est alors grandement endettée et pour ne pas arranger la situation, la réforme des ligues inférieures espagnoles de 1968 entraîne la relégation du club Deportivo malgré une 9e place. Les Ténérifiens remontent 3 ans plus tard et se pérennisent alors en Segunda División. Alternant entre 2e et 3e division durant la décennie qui suit, l'élection de Javier Pérez à la tête du club en 1986 marquera un tournant dans l'histoire du club. Personnage ambitieux et exigeant, sa parfaite gestion du club et l'ambiance familiale qui fut instaurée au sein de la structure permettra aux Blanquiazules d'écrire les plus belles pages de son histoire. Après une année de purgatoire en 3e division en 86-87, le club Deportivo, par l'intermédiaire de son regretté buteur panaméen Romel Fernandez, accroche les playoffs d'accession en Liga à l'issue de la saison 88-89, en écrasant notamment le Betis 4-0 à domicile dans un stade bouillant acquis à sa cause, et limita la casse au retour en ne s'inclinant qu'1-0, s'assurant un retour en Liga 27 ans après sa première et unique participation, division qu'ils ne quitteront pas durant toute une décennie. À 8 journées de la fin de saison 91-92, l'arrivée sur le blanc des Blanquiazules de Jorge Valdano va faire basculer le club dans une nouvelle dimension. Arrachant le maintien lors de l'ultime journée face au Real Madrid et privant ces derniers du titre, cet ancien champion du monde argentin, conquis par la conception romantique et spectaculaire du football, prône alors un jeu aux antipodes du pragmatisme de Herrera. Offrant un jeu ultra-offensif avec un bloc évoluant en haut, il va ainsi permettre au club Deportivo, emmené alors par des joueurs tels que Juan Antonio Pizzi, Oscar D'Articia, Fernando Redondo ou encore Chano, de se qualifier pour la Coupe UEFA l'année suivante en terminant 5e du championnat après avoir battu de nouveau L'Oréal à domicile lors de l'ultime journée, les empêchant une nouvelle fois de remporter le titre au détriment du Barça. Pour sa première participation en Coupe d'Europe, le CDT éliminera l'Agia Auxerre, puis l'Olympiakos avant de se faire sortir en 8e de finale par la Juve malgré une retentissante victoire 2-1 au match retour. En Coupe du Roi, les Canariens réaliseront l'exploit d'éliminer Valence puis de se payer le Real Madrid en gagnant à l'aller comme au retour, atteignant pour la première et unique fois de son histoire les demi-finales de la compétition qu'ils ne passeront pas au détriment du Celta Vigo. La saison 95-96 verra cette fois-ci l'arrivée d'un tacticien allemand, Jupp Heynckes, et malgré quelques lacunes défensives et un jeu plutôt rugueux,
Les Ténérifiens terminent de nouveau à la 5e place, synonyme de qualification pour la Coupe UEFA, et ce grâce notamment aux 31 réalisations en Liga de l'inévitable Pizzi. Pour sa seconde et dernière participation européenne, le CDT réalisera un parcours sensationnel. Après avoir écarté notamment le Maccabi Tel Aviv, le club affrontera en 16e de finale la Lazio Roma et réalisera l'un des plus grands exploits de son histoire. Défait 1-0 à l'aller, le Deportivo renverse la Lazio à l'Heliodoro Rodríguez Lopez dans un match au scénario rocambolesque qui s'achèvera sur le score final de 5-3. Le Feyenoord de Rotterdam puis le club danois de Brøndby sont ensuite écartés, permettant aux Espagnols de se hisser dans le dernier carré de la C3, où ils affronteront le FC Schalke. Vainqueur 1-0 à l'aller malgré 2 cartons rouges distribués pour les Canariens, ces derniers seront éliminés 2-0 après prolongation au match retour sur ce coup de tête de Marc Wilmots et quittent la compétition la tête haute. Les espoirs envolés, c'est la dure réalité du championnat qui rattrape alors les Canariens. Se maintenant lors de l'ultime journée la saison suivante, les Blanquiazules retrouvent la Segunda División après une décennie entière dans l'élite du football espagnol. Hugo Morales permettra au club de retrouver la Liga le temps d'une saison en 2002 grâce à cette merveille de frappe sur coup franc. Depuis 2013, le club s'est stabilisé dans le ventre mou du championnat en Segunda División, à l'exception de cette année où les insulaires se positionnent comme un candidat à la montée. Le club Deportivo Tenerife n'a pas su s'imposer durablement comme une équipe de premier plan. Mais il suffit d'un président, d'un entraîneur et d'une poignée de joueurs pour que le destin de toute une île bascule au point de vivre une décennie d'exploits tant à l'échelle nationale que durant ses 2 parcours européens. L'apogée fut atteint avec cette demi-finale de Coupe UEFA, permettant au CDT de se positionner sur la carte footballistique européenne. Désormais englués en seconde division, les Canariens peuvent néanmoins espérer à court terme retrouver l'élite et faire preuve d'un peu plus d'ambition quand on connaît le rayonnement économique et touristique de cette toute petite île. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous pensez de cette équipe, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelques informations, ou même me proposer d'autres sujets à traiter pour des prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça ne peut qu'aider la chaîne à s'agrandir. Et si vous êtes passionné par cette équipe ou si vous souhaitez simplement en apprendre plus, je vous invite vivement à aller faire un tour sur la chaîne officielle du CDT, très dynamique et proposant de nombreux reportages et podcasts sur l'histoire de ce club, et bien sûr sur son site web où vous pourrez retrouver ouvrages et articles rédigés par les historiens du club. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.